Très bien, je vous remercie. On est quasiment au complet, hein. Alors, le secrétaire de séance. Pour une fois, je propose que ce soit le régional de l'étape, à savoir François Vanier. Il est où, François? Voilà. Hein, François? Ben, c'est toi le secrétaire de séance? Non. Si? Emmanuel? Ben non, mais normalement, c'est parce que Emmanuel m'a dit qu'il avait besoin de souffler un peu. C'est pour pouvoir comparer s'il y en a un qui fait mieux que l'autre pour s'allonger un peu. Ouais. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vais être amené donc à vous faire adopter le procès-verbal de notre dernière réunion, qui, à ma connaissance, n'a pas donné lieu à remarque. Est-ce qu'il y en aurait aujourd'hui? Oui, tu t'abstiens? Tu étais absent, d'accord. Ok, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Comme chaque fois, je vous informe de la nécessité d'annoncer votre nom pour faciliter la transcription des débats chaque fois que vous êtes amené à prendre la parole. Je vais vous présenter, alors avec ma double casquette, notamment celle de président de l'Office de tourisme, le rapport d'activité de l'Office de tourisme intercommunal, donc première année d'exercice dans son nouveau périmètre, tout en soulignant qu'un certain nombre d'entre vous étaient là, que nous avons eu avant-hier le lancement de la nouvelle marque, hein, Normandie Pays d'Auge, normand de mer en cidre, qui, a priori, au vu des quelques échos que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, et puis on était un certain nombre d'élus sur place, a été très bien perçu dans son style, dans, j'allais dire, l'approche qu'elle a. Et donc, en tout état de cause, un très bel événement organisé par l'équipe et qui véritablement a marqué. Alors, je vais aller rapidement parce que je pense que vous avez tous le document et donc je ne vais pas en parler de manière exhaustive. On a maintenu alors les grands chiffres, hein, on a retrouvé les chiffres qui étaient les nôtres. Donc, nous avons aujourd'hui un office de tourisme centre et 3 bureaux d'office de tourisme, à savoir Oulgat comme office de tourisme centre et Dives, Merville et Beuvron comme bureau d'information touristique. Nous avons reçu en 2024 138 133 visiteurs dans nos bureaux. Le taux de satisfaction, je ne sais pas exactement comment il est calculé, est de 74%. Et nous avons fait face à 44 000 demandes, c'est-à-dire des gens qui envoient un courrier, qui envoient un mail, qui nous interpellent sur les réseaux sociaux pour savoir si la mer monte 2 fois par jour ou si tel restaurant est ouvert ou non. Voilà, nous appréhendons bien le changement de pratique, d'attitude qu'il va y avoir dans les offices de tourisme, hein, mais ça, depuis le début, ça avait été annoncé, il y a 5-6 ans déjà, on voyait bien que les choses allaient évoluer, et puisque Tristan est là, nous faisons rentrer dans nos bureaux d'information touristique, à partir du mois de septembre, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on travaille tout l'été pour nourrir. C'est-à-dire on collationne toutes les questions qui sont posées, toutes les réponses qu'on peut apporter. Et normalement, à partir du 1er septembre, chez tous nos partenaires, c'est-à-dire dans les chambres d'hôtes, dans les hôtels, il y a un petit QR code auquel on peut poser la question. Je crois que, comme on travaille beaucoup sur le cidre, je ne sais pas comment on appelle ça, le personnage, l'avatar, je ne sais pas peut-être, l'avatar, s'appellera Cidric. Voilà. Et il pourra répondre à toutes les questions, savoir...
quels sont les horaires d'ouverture de la belle villa du Temps Retrouvé. Est-ce que tel restaurant est ouvert à telle heure? J'ai envie de faire un menu végétarien à moins de 30 euros. Qu'est-ce qui existe? Ou est-ce qu'il y a des activités équestres pendant ce week-end sur la communauté de communes? Voilà. Donc, on est dans ce domaine. Je pense qu'on sera le premier office de tourisme doté effectivement, entre guillemets, d'un personnel intelligence artificielle. Toujours un joli taux de pénétration sur les réseaux sociaux, avec 60 000 abonnés sur Facebook, près de 20 000 abonnés sur Instagram, 770 000 utilisateurs de notre site internet, avec 2,5 millions de pages vues, et 3 récompenses pour ce qui concerne la communication. On l'avait déjà eu sur la partie print, et là on a eu des félicitations et des prix sur la partie digitale. Je rappelle que globalement la taxe de séjour, donc puisque là on parle de manière globale, elle fait 2 55 565 € en 2024, et que 22%, c'est-à-dire presque le quart des nuitées touristiques du Calvados se fait sur notre territoire. Le quart des nuitées, ouais, c'est important. Le quart des nuitées touristiques se fait sur le territoire de Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, ce qui est effectivement un chiffre considérable. Alors, je ne vais pas vous relater ce qu'a été la saison l'an dernier, avec bien entendu une très belle avant-saison, notamment en raison des festivités liées au 80e anniversaire du débarquement, et un mois d'août qui a été plus laborieux en raison notamment des données météo. Mais voilà, j'allais dire, vous savez, une année, des fois le début de l'année donne beaucoup d'espérance, la fin de l'année moins, mais j'allais dire globalement, on est sur le même étiage, y compris Cabourg, puisqu'on collecte pour Cabourg, sur le même étiage que l'année passée, on avait une toute petite augmentation de tarifs, et donc on se retrouve dans des chiffres équivalents, et toujours avec une proportion qui est, je crois, de 41,5 pour Cabourg, 41,5% des nuitées pour Cabourg, et le reste pour le reste du territoire. Rappelez que la durée des séjours dans le locatif est de 4,6 nuits, c'est à peu près 5 nuits. Les gens qui viennent sur notre territoire passent en moyenne 5 nuits sur place. Donc pour les jours les plus fréquentés par office de tourisme, donc pour Beuvron-en-Auge, ça a été le 13 août, ce qui n'est pas étonnant, avec 682 visiteurs. Pour Dives-sur-Mer, le 18 août, avec 18 mai, pardon, avec 701 visiteurs. Oulgat, le 13 août, avec 307 visiteurs. Et alors Mairie de Franceville qui a la palme pour Cidre et Dragon, avec 2799 visiteurs le 21 septembre, le samedi 21 septembre, qui est le jour de Cidre et Dragon. Le profil de la clientèle, donc très largement une clientèle française, 87%, donc on voit bien la proximité de la région parisienne, des agglos de Caen, d'Évreux, qui fournissent le plus gros contingent, mais quand même 13% d'étrangers, sachant que dans cette clientèle française, parmi ceux qui sont présents, dans les 87% de Français, il y en a 37% qui viennent de Normandie déjà, donc qui peuvent être sur Rouen, sur Le Havre, et qui viennent sur notre territoire, et 32% qui viennent d'Île-de-France. Quant à la clientèle étrangère, c'est la Belgique qui est en première place, suivie par l'Allemagne et suivie par le Royaume-Uni. Voilà. Je pense que, alors, on a conservé bien entendu beaucoup de nos partenaires. On a alors fait un certain nombre de reportages. Il y a eu un certain nombre d'opérations dans plusieurs revues qui ont permis d'avoir effectivement d'avoir une bonne visibilité sur notre destination. Avec un pôle patrimoine donc qui s'est étoffé
en 2024, hein, puisqu'il y avait une personne, maintenant il y en a une seconde qui l'a rejointe, et que on a axé bien entendu nos visites patrimoniales de 2024 sur le débarquement allié. Et donc on avait quand même de très nombreux sites, Ranville, Amfreville, Merville. Voilà, ça a permis de faire découvrir à un certain nombre de personnes. Voilà, pour ce qui est du budget, donc le compte administratif 2024, alors est un compte administratif particulier puisque en réalité apparaît dans ce compte administratif l'opération qui a été de séparation des actifs et donc le reversement. Alors ce qui fait que forcément, comme c'est du fonctionnement, on apparaît très déficitaire en fonctionnement puisque on a reversé une somme, la somme qui a été prévue à l'EPIC de Cabourg, ce qui fait que sur 2024, en recettes de fonctionnement, nous avons 1 740 512 € et en dépenses de fonctionnement, nous avons 2 102 938, et ce qui fait apparaître un exercice en déficit, mais de 362 425 € de déficit. Mais bien entendu, si on retire la somme qui a été versée à Cabourg, nous avons un équilibre, notamment grâce à la subvention qui avait été votée. Voilà pour ce qui est. Simplement, donc, pour rappeler, si je dois prendre les recettes de fonctionnement et les dispatcher, 70% viennent de la taxe de séjour, 10% viennent de la vente de nos produits et 20% de la subvention qui est votée par NCPA et qui a vocation, comme nous l'avions fait en 2017, à moyen terme, à diminuer d'année en année. L'objectif étant pour le nouvel office de tourisme qu'un jour le tourisme paye la promotion du tourisme. Pour ce qui est des dépenses, de manière assez classique, 55% de la dépense, c'est les charges de personnel, ce qui explique la nécessité d'avoir en début d'année, puisque la taxe de séjour, elle n'arrive pas de manière uniforme tous les 12 mois, mais d'avoir un certain matelas d'avance de manière à pouvoir payer les salaires et les charges sociales sur janvier, février, mars, avril, où traditionnellement les recettes ne viennent pas du tout couvrir les dépenses que nous pouvons avoir. Et vous avez donc tout le monde l'a eu, oui. Vous avez donc le détail de la taxe de séjour commune par commune, ce qui vous permet de voir que en dehors de Ruménil, pour laquelle il y a 0, mais toutes les autres communes ont un petit quelque chose, même si c'est 0,01%. Mais donc chaque commune apporte sa participation. Voilà en quelques mots. Je vous rappelle donc que le comité de direction s'est réuni très fréquemment, à 7 reprises. Alors à la fois parce qu'effectivement on avait, et je ne compte pas les réunions de négociation qu'on a eues avec le maire de Cabourg, mais on avait à régler le passif et à organiser en bonne intelligence le divorce, mais parce que le lancement de la marque a nécessité véritablement de la part des élus un très gros investissement pour valider, pour donner des idées, pour tester. Et donc je remercie véritablement Olivier Collin, Olivier Homol, Pierre Mouraret, Jean-François Morel, Alexandre Bouillon, Didier Lecoeur et Bernadette Fabre, qui ont été très assidus à nos réunions, ce qui nous a permis d'arriver au résultat de cette belle nouvelle marque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et je suis tout à fait disponible pour vos questions s'il y en a. Pas de questions. Donc je soumets à votre approbation ce rapport d'activité. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors la ville, je ne sais pas si on dit que si vous abstenez, vous ne prenez pas part au vote, je ne sais pas, comme tu veux. Qu'est-ce qui est le mieux? Abstention. Oui. 4. Et donc le reste étant pour, je vous remercie. Le budget primitif, oui, j'ai pas pris dans le bon ordre. Alors, j'ai pris le premier document qui s'est présenté.
Alors, le budget de l'Office de tourisme. Donc, vous avez les éléments. Alors, c'est le budget ou le compte financier les deux. Alors, tu le présentes, Olivier, ou je le présente? Allez, vas-y, je te laisse. Tu es plus à l'aise dans les chiffres que moi. Juste pour vous donner peut-être que ce soit bon. Ah voilà. Bien. Juste pour vous donner peut-être les quelques principaux chiffres que vous avez vu apparaître peut-être. Donc le résultat de l'année, Olivier Paz l'a exprimé tout à l'heure, de l'année 2024 est donc négatif cette année en fonctionnement, en l'occurrence de 362 000. Mais il comprend bien évidemment la sortie de Cabourg avec ce que ça voulait dire de la part du montant qui a été transféré à Cabourg à cette occasion, à l'occasion de la sortie, et également plus quelques éléments de transactions exceptionnelles, ce qui fait que sinon on aurait été pratiquement à zéro ou très légèrement positif de 10 000 euros, disent-ils, mais enfin c'est pratiquement sur le trait. Du coup, le résultat cumulé qui était de 1 433 000 est redescendu au 31 décembre 2024 ou au 1er janvier 2025 à 1 071 000. Donc ça, c'est les grandes lignes sur le budget 2024, puisque c'est cet élément-là qui était évidemment majeur et qui a changé la structure. Le reste, il n'y a pas de différence notable. Après, c'est effectivement pour le budget 2025, du coup, ce qui est prévu, c'est un budget à l'équilibre, bien sûr, qui reprend bien évidemment ce report à nouveau d'1 071 000. Il faut savoir sinon que ce budget, bien sûr, en recule un peu aussi par rapport à ceux des années précédentes. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus effectivement la taxe de séjour et liée à Cabourg et un certain nombre de dépenses correspondantes. Donc bien évidemment, le budget du coup a redescendu une marche vers le bas. Et dans ce budget 2025, ce qui avait été fixé et qui est important à connaître et à comprendre, c'est bien que le lancement, la définition, et le lancement de cette marque qui vient d'être fait là il y a donc 48 heures, et également le déploiement qui va lui se porter sur 2025 et 2026 principalement. Bien évidemment, là il y a une part d'investissement qui va consommer une partie de ce million, de ce 1 071 000, je dis qui est en report à nouveau au 1er janvier 2025. En l'occurrence, ce qui est prévu, c'est environ 270 à 280 000 euros qui vont être consommés pour le lancement de cette marque, mais sachant que, bien évidemment, c'est compensé par des recettes de taxes de séjour qu'on espère bien en augmentation d'un autre côté. Voilà pour moi les éléments marquants. Maintenant, on peut aller beaucoup plus dans le détail, mais je ne sais pas si c'est l'objectif. Je ne sais pas, Olivier, ce que tu as prévu. Ça me paraît dire, suffisamment, voilà, pour moi, les éléments complet. essentiels qu'il faut bien comprendre, parce qu'on est dans une période de transition pour ce budget-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors, sur le compte financier unique, pas de remarques. Je dois sortir normalement. Je ne sais plus. Non, non, d'accord. Ouais, de l'Office de tourisme. Pas de remarques, des oppositions, des abstentions, la même chose. OK. Et sur le budget primitif, pareil. Très bien. Merci. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que dans la précipitation, je n'avais pas vu que j'avais effectivement quelques éléments quelques désignations, enfin quelques décisions que j'avais prises en vertu de la délégation que vous m'avez donnée, et donc il faut ou qui ont été prises par le bureau, puisqu'on a eu un bureau délibérant entre-temps, et donc je
je vous les porte à connaissance. Donc, il y a la décision 2025-10 du 9 avril 2025 sur un marché public relative aux contrôles finaux de réseaux d'assainissement des eaux usées, et c'est l'entreprise ABR à Couville pour un montant de 36 144 € TTC qui a été retenu. Par ailleurs, le bureau communautaire en date du 31 mars 2025 a pris 2 délibérations. La première autorise le président à signer des conventions de refacturation des prestations de concert réalisées au bénéfice des communes membres. Donc ça fait l'objet d'une délibération avec, dans le même temps, un défraiement des responsables d'orchestre salariés chez nous. Et une délibération 2025-010 portant autorisation au président pour la signature de la convention de partenariat avec le club d'athlétisme de Dives-sur-Mer dans le cadre de l'organisation Trail et Randonnée Gourmande NCPA. Donc une manifestation qui a obtenu un très beau succès avec, je crois, plus de 700 ou 800 personnes, enfin entre ceux qui faisaient la course, ceux qui faisaient la randonnée. On a, oui, voilà. Moi, j'étais même pas là, je donnais pas le départ. Mais il y avait eu plus de 800 personnes et ça a été véritablement salué comme étant un grand succès. Voilà, donc je vous demande de prendre acte que je vous ai fait part de ces décisions. Point numéro 3, accès à la déchetterie de Cambremer, sollicitation de la communauté d'agglomération Lisieux-Normandie pour les habitants des communes de Beaufour-de-Ruval, Beuvron-en-Auge, Hautot-en-Auge, Ruménil et Victo-en-Auge. Le principe, vous le savez, qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que le citoyen ne soit pas forcément prisonnier des périmètres ou des frontières que nous avons désignés, que nous avons choisis, et que des fois, quand ça s'avère plus pratique, on puisse trouver des solutions avec nos voisins. C'est déjà le cas avec la communauté Cœur-Côte-Fleurie pour les habitants d'Auberville et Saint-Va. Voilà, je cherchais, excuse-moi. Et de Saint-Va pour leur permettre d'accéder à la déchetterie de Villers. Précédemment, effectivement, un certain nombre d'habitants de l'ex-communauté de communes de Cambremer, qui, comme vous le savez, était divisée en 3 parties, avaient accès à la déchetterie de Cambremer. La négociation était un peu plus rude, premièrement parce qu'il n'y avait encore rien d'écrit et on a un habitant d'une commune qui a été, j'allais dire, assez véhément avec le personnel de la déchetterie. Et je pense, vous avez vu que par ailleurs, il y a peu de temps, il y a un agent de la déchetterie de Lisieux qui a été molesté. Hein, donc, et on sait... Enfin, de manière très classique, les agents des déchetteries sont les plus exposés parmi le personnel communal ou communautaire à se faire agresser parce que les gens ne supportent pas, ils veulent faire leur tour, ils veulent aller à cette benne-là, ils ne veulent pas aller à telle autre. Ça fait partie aujourd'hui, statistiquement, c'est les agents qui sont le plus agressés. Et donc la communauté d'agglomération de Camp-la-Mer était, si ce n'est réticente, tout au moins attentiste et voulait avoir des éléments. Et puis aussi également des éléments chiffrés parce que voilà, on n'avait pas les mêmes chiffres qu'eux, c'est-à-dire que chacun calcule, enfin nous pour calculer combien coûte la déchetterie, on prend tous les autres frais, la collecte, on prend le traitement, les sacs jaunes, l'herbe, et puis ce qui reste, on considère que c'est la déchetterie. Et puis on fait par tête d'habitant ou par foyer fiscal. Voilà, donc on arrivait à des chiffres qui n'étaient pas forcément les mêmes. On a eu tout un travail avec les services, et puis moi j'en ai parlé au président de la communauté d'agglomération, et donc nous arrivons à un accord qui va être formalisé, mais on le signe pas aujourd'hui parce que, à juste titre, que la communauté d'agglomération qui nous ouvre la porte souhaite délibérer en premier avant nous, hein, pour voilà, que ça soit dans le bon ordre. C'est comme quand vous allez chez le notaire pour acheter un bien, c'est le vendeur qui signe en premier, parce que si vous signez en premier en tant qu'acheteur et puis que le vendeur a changé d'avis entre-temps, n'est-ce pas, maître, ça se passe pas bien. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit simplement de dire que nous sollicitons l'accord de la communauté d'agglomération, qui le donnera, et je pourrai à partir de ce moment-là signer sans qu'il soit besoin de revenir devant vous, et ça permettra donc
ça permettra aux habitants de ces communes. Alors, je le dis toujours, ces habitants de cette commune, ils auront le choix entre soit d'aller vers Cambremer, soit de venir à Dives. Ça peut être le cas quand on travaille, mais ils n'auront pas les deux cartes. Hein. C'est l'une ou l'autre. Hein. Voilà, très, très clairement. Et donc, ils pourront faire le choix qui est le leur et bénéficier à partir du mois de juillet, à partir du mois de juillet, donc de cette possibilité d'aller dans la déchetterie, d'aller déposer leurs déchets à la déchetterie de Cambremer. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui. C'est bon? Oui, c'est pas une question, hein, c'est juste une remarque et un encouragement à voter ce genre de contrat entre intercoms. Pour reprendre ce que j'ai entendu en arrivant plusieurs fois, donc ce serait un beau cadeau d'anniversaire que je pourrais faire à mes administrés, et ce serait un cadeau de bon sens, juste parce que c'est exactement comme vous le disiez, le fait de devoir faire 15 km pour aller à une déchetterie, ça peut décourager, ça peut provoquer des dépôts sauvages. Et donc le bon sens veut qu'on puisse aller à la déchetterie la plus proche. Et j'ai le rêve que ce soit le cas partout, pas seulement chez nous et pour les communes qui sont limitrophes d'autres communautés d'agglo. Donc je voulais surtout remercier notre DGS et notre président qui ont pris le sujet à bras-le-corps, hein, qui ont négocié, si j'ai bien compris, d'arrache-pied avec la communauté de Lisieux, et encourager la communauté d'agglo de Lisieux à voter aussi dans ce sens-là, puisque ça reste du bon sens, et ça devrait, en tout cas je l'espère, permettre de détendre et de satisfaire tous les usagers. Un bémol cependant, anniversaire, on le reprend étymologiquement, ça veut dire un an, et il aura fallu un an pour qu'on s'aperçoive que finalement on n'avait pas vraiment de contrat, qu'on puisse travailler, qu'on puisse négocier. Le temps administratif finalement n'est pas le temps de nos administrés, et on a pu sentir des lassitudes ou des incompréhensions sur l'impossibilité d'aller dans une déchetterie du jour au lendemain quand on avait ces habitudes-là, et quand, à mon sens, il aurait été particulièrement apprécié qu'on continue à avoir cet accès-là en attendant la fin des négociations. Mais ce n'était pas le cas, et tant pis. Pour rappel, justement, n'ayant pas eu de contrat, j'aimerais qu'on se focalise les uns les autres, non pas sur le coût que vont représenter les prochaines années, mais sur les économies qu'on a eues pendant les 8 dernières années, où on a pu profiter de cette déchetterie sans contrepartie. Donc on a fait une jolie affaire. Et pour finir, étant totalement impliqué dans cette histoire-là, je ne prendrai pas part au vote. Pardon. Alors, je le dis, tu fais comme tu veux. Je ne vois pas du tout d'impossibilité à ce que tu prennes part au vote. On peut, j'allais dire, négocier pour nos communes et pas être dans une... Enfin, non, mais tu défends ta commune. Enfin, non, mais je te pose la question. Imagine que le truc soit partagé et qu'il y a une voix près, le truc passe pas. Les habitants de ta commune, ils pourraient dire, monsieur le maire, on vous attendait. Enfin, je vois vraiment pas d'impossibilité, parce que je pense qu'il faut arrêter aussi qu'on se fasse peur avec tout, parce qu'autrement... Non, mais parce que Sophie, tout à l'heure, ne va pas voter à ce moment-là l'accord qu'on a préparé avec Dossulet, alors que, j'allais dire, enfin, vraiment, je vais dire, on passe notre temps, nous, à faire des accords entre nos communes. Donc, pardon ? Oui, il faudrait que les six communes ne devraient pas voter. Enfin, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut, voilà. La loi est relativement précise maintenant sur les conflits d'intérêts. Là, on n'est absolument pas dans un conflit d'intérêts. Tu as défendu les habitants de ta commune. On obtient gain de cause, tu vas jusqu'au bout sans aucune difficulté, à mon avis, d'un point de vue légal. Voilà, donc ceci étant dit, je soumets à votre approbation... Ah pardon, excuse-moi. Oui, pardon Olivier. En commission déchets, il avait été évoqué le problème de l'amiante, parce qu'il n'est pas pris en compte dans la démarche qui est entreprise. Là. Le fait que l'amiante n'est pas prise par la déchetterie Cambremer.
Et on avait envisagé de donner l'accès à la déchetterie. Voilà, donc j'ai la réponse dans l'oreillette, comme on dit dans les milieux autorisés. Quand des habitants de ces communes auront un dépôt d'amiante à faire, ils pourront le faire à la déchetterie de Bréville, sur appel et rendez-vous préalable, voilà, à titre exceptionnel. Alors, pas d'autres questions. Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous continuons avec l'accord financier passé avec la commune de Dozulé sur le financement de la maison France Service. Donc vous savez que préexistait une maison France Service, enfin tout au moins un point Info 14 qui était au sous-sol, enfin qui donnait sur la rue de la mairie de Dozulé, que ce local, à l'évidence, ne répondait plus aux exigences d'espace France Service en termes de nombre de bureaux, de points de discrétion, enfin d'accueil, et que comme la ville de Dozulé avait un projet en limite de sa mairie, dans un ancien marché de réhabilitation des lieux, il avait été décidé que dès que les travaux seraient engagés, c'est dans cet espace que viendrait s'insérer l'espace France Service. Donc ça a donné lieu, après ça a donné lieu à un certain nombre de calculs. Premièrement, il y avait les estimations telles qu'elles ont été fournies. Aujourd'hui, on en est au point des marchés, donc les choses ont avancé. Et puis, il a fallu aussi, à un moment donné, collationner toutes les aides qui étaient apportées par les uns et par les autres, des aides qui parfois étaient fléchées sur telle ou telle opération, et puis à partir de cela, arriver donc à voir quelle était la quote-part qui revenait à la communauté de communes, qui a délégué la maîtrise d'ouvrage à voilà, je veux dire, heureusement pour nous, il y a un seul marché, et c'est la ville de Dozulé qui est propriétaire de la structure de la surface foncière et qui le porte. Donc la surface dont nous disposerons représente 32,21% du total de surface. On a regardé pour ce qui était des subventions, et ça apparaît comme étant la meilleure clé de répartition. Donc nous allons verser à la commune de Dozulé donc 32,21% de la somme restant à sa charge une fois déduites les subventions qui ont été notifiées et auxquelles la commune a droit. Cela nous amènera à donc une somme maximale, enfin la somme devrait être de 161, 162, on a indiqué une somme maximale de 180 000 si jamais il y avait une suggestion de travaux, ce à quoi on n'est jamais à l'abri. Et donc ça sera notre participation à cette construction. Ça nous met dans des chiffres qui sont très proches de ce qu'a été l'aménagement de l'espace France Service à Francheville. Donc voilà, je veux dire, il n'y a rien d'exorbitant, on est dans des chiffres très, très comparables, et on va pouvoir relancer cet espace France Service dans des locaux qui vont être mieux adaptés, et avec un meilleur accueil, un meilleur confort des administrés à l'avenir, sachant que je crois, et Sophie pourrait le confirmer, que les travaux démarrent très prochainement. Les travaux sont démarrés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pardon. La somme, il y a une somme beaucoup plus grosse, puisque au budget on a mis une somme beaucoup plus importante, parce qu'on ne savait pas si c'était avant subvention, enfin si la quote-part était une fois déduite les subventions, ou si on versait la totalité et on percevait une quote-part de subvention. Donc on a pour éviter tout risque, on avait mis la totalité comme si nous on percevait les subventions en direct. En réalité, après avoir vu les différents financeurs, ils vont tous verser à Dozulé, et donc même l'espace France Service pour le conseil départemental, et donc notre quote-part n'intervient que sur le reste à payer qu'aura à assumer la commune de Dozulé. Pas d'autres questions? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, unanimité. Je vous remercie.
Et nous passons au point suivant, qui est la désignation des représentants à l'AURH, donc l'agence d'urbanisme de la région du Havre. Je m'y suis rendu il y a environ un mois et on a été donc, j'y ai été accueilli par le maire, Édouard Philippe, qui donc a dit quelques mots aimables pour la communauté de communes et pour saluer l'élargissement. Et d'un autre côté, comme vous le savez, à l'agence de Caen Normandie Métropole, où le plus souvent nous sommes représentés par François Vanier. Alors, nous avons, et donc on a laissé en blanc pour que des personnes intéressées puissent, pour ces quelques mois qui restent, faire acte de candidature. Pour le conseil d'administration, donc, je vous propose de rester titulaire je vous parle de Caen Normandie Métropole, et que François Vanier, s'il l'accepte, il est où François? Il est là-bas, il fait le secrétariat. François Vanier, s'il l'accepte, continue à être mon suppléant, sachant qu'il s'agit d'un suppléant qui est très souvent titulaire. Alors, comment dirais-je, je suis de toute façon, je suis membre de Caen Normandie Métropole, hein, j'assiste très régulièrement à toutes les commissions et puis tous les conseils syndicaux, et j'ai un relationnel par les commissions assez serré avec justement le directeur de l'agence d'urbanisme au CAM. Donc j'accepte tout à fait cette suppléance, Monsieur le Président. Merci beaucoup, François. Donc il nous faut pour l'Assemblée générale, il nous faut pareil, en plus, ça c'est pour le conseil d'administration, l'Assemblée générale, il faut un titulaire et un suppléant en plus. On va commencer par purger l'affaire Caen Normandie Métropole, et puis après ça on passera à la URH. Donc au grand maximum, ça sera pour l'Assemblée générale, vous aurez d'ici la fin du mandat une réunion, donc ça n'est pas une réunion à Caen. Donc il me faut un titulaire et un suppléant volontaire avant que je ne sois obligé d'en désigner. Votre enthousiasme me fait plaisir. Allez, qui est-ce qui est un peu féru des questions d'urbanisme? Une réunion. Une. Ah, merci Harold. Harold l'a fait titulaire, un suppléant. Allez, Denis, j'aurais dû penser à toi, parce que l'urbanisme, ça te connaît. Donc, pour Caen Normandie Métropole, donc pour l'Assemblée générale, titulaire Harold l'a fait, et suppléant Denis Leloup. Pour l'agence d'urbanisme Le Havre Estuaire de la Seine, je suis de nouveau titulaire. Par contre, là, pour l'instant, je n'ai pas de suppléant désigné, et je vous demanderai bien de désigner Denis Leloup, par exemple, comme suppléant. Et, il ne fallait pas lever la tête, Denis. Hein. Et donc, il nous faut de la même manière un titulaire et un suppléant pour l'Assemblée générale. Là aussi, une seule réunion. Je crois qu'elle a lieu le 6 juin, c'est ça? Elle a lieu le 6 juin, de mémoire. Ce qui n'est pas pour tout le monde un jour pratique. Allez, je veux dire, ça ne vous engage pas, je ne devrais pas le dire, même si vous n'y allez pas, ça ne va pas modifier, puisque on avait... Mais, voilà, oui, effectivement, je n'avais pas pensé. Alexandre en titulaire, un suppléant. On est obligé très bien. Voilà, j'allais désigner autrement. Christophe Cliquet en suppléant. Est-ce que donc pour l'ensemble de ces nominations, y compris celle du président au conseil d'administration et son suppléant, il n'y a pas d'autres candidatures? Donc je soumets l'ensemble pour les deux agences d'urbanisme. Des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Convention d'indemnisation avec le département du Calvados pour la mise à disposition des équipements sportifs et du centre aqualudique Aquadiva aux élèves du collège. Donc c'est quelque chose qu'on connaît tous dans nos communes, pour autant que l'on ait des équipements sportifs que l'on met à disposition du département. Donc
de manière très habituelle, le département propose une indemnisation de 900, s'agissant des équipements sportifs, des gymnases en l'occurrence, 932 € par classe et par cycle de calendrier scolaire, donc pour un total de 26 classes, soit 24 232 €. Et sachant que pour l'utilisation du gymnase de Dives, qui couvre 12 classes, l'indemnisation, elle est répartie entre la communauté de communes et la communauté de Dives, puisque nous avons entre nous une convention qui répartit les fluides, enfin le coût des fluides, et que cette clé de répartition, c'est 42% pour NCPA et 58% pour la commune. Donc, dans un souci de grande transparence et de grande équité, nous répartissons cette subvention selon le même critère. Pour le centre aqualudique, il est proposé, donc s'agissant là, bien entendu, je parle des élèves des collèges, une indemnisation à hauteur de 900 € par classe et par cycle calendaire, soit un total de 12 classes et demie, soit 11 250 €. Vous savez que tout ça a été rentré dans nos calculs d'attribution de compensation. Et les créneaux de piscine retenus sur le centre Aquadiva seront facturés par Recrea. Donc nous, on touche la subvention. Alors, je le dis comme ça, mais le département le sait très bien. En réalité, nous, Recrea nous facture moins cher que ça. Voilà. Donc on est gagnant. On est gagnant à ce que ça ne soit pas versé directement par le département à Aquadiva, mais à ce que Aquadiva facture à NCPA et NCPA donc sollicite du département l'aide forfaitaire telle qu'elle est prévue. Voilà, vous votez un forfait, c'est pour ça. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Et est-ce que vous m'autorisez donc à signer cette convention avec le président du département? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Et nous passons maintenant à un certain nombre de délibérations qui relèvent de l'action éducative. Et c'est donc Kelly Davou qui va vous les présenter. La première concernant la restauration scolaire. Juste, merci Président. Théoriquement, je devais présenter donc effectivement les gymnases, mais c'est pas grave. Non, mais vous inquiétez pas. J'avais préparé donc une petite introduction. Je vais la faire quand même, puisque j'étais partie sur une thématique un esprit sain dans un corps sain. Et donc c'est très bien. Vous m'avez fait l'introduction sur le sport. Donc, ce que je voulais dire, effectivement, que la communauté de communes s'est engagée à relever des enjeux majeurs. Et notamment sur la santé, puisque la question nutritionnelle des assiettes proposées en restauration collective s'avère d'une importance primordiale, et donc ainsi que le sport, bien entendu. Il y a aussi l'environnement, l'alimentation qui représente aujourd'hui près d'un quart des gaz à effet de serre émis par les Français. Il y a la justice sociale, la cantine à euros qui permet une alimentation équilibrée et diversifiée. Et puis, il y a aussi forcément l'enjeu, la souveraineté alimentaire. Et les cantines sont un débouché pour les produits bio et qualité, et les produits locaux à circuit court aussi. Et tout cela, c'est l'objectif du projet territoire, limiter aussi le gaspillage alimentaire en faisant des cantines scolaires un lieu d'éducation et de sensibilisation à d'autres aliments et types de nourriture, style cuisine du monde, qui peuvent suivre les programmes pédagogiques. Donc, pour revenir à notre sujet, donc sur l'action éducative avec la détermination du coût unitaire du repas pour la facturation 2024 et la fixation prévisionnelle pour la facturation 2025. Donc, 2023, effectivement, donc la communauté de communes assure via sa cuisine centrale située à Dozulé la production et la livraison des repas scolaires et extrascolaires pour les écoles intercommunales, notamment Dozulé et Escoville, ainsi que les communes conventionnées, donc Bavans, Hérouvillette, Amfreville, Bréville-les-Monts, ainsi que pour les centres des loisirs et les événements ponctuels. Ce service est organisé en régie intercommunale avec une refacturation annuelle sur la base du coût réel, déterminée selon le nombre de repas produits sur l'année civile et sur les charges mandatées pour l'exploitation du service. Donc,
Le nombre total de repas produits pour 2024, donc 105 707 repas, avec des charges de 515 451,84 €. Donc du coup, ce coût unitaire, si vous divisez donc les charges de 515 451 € par le nombre total de repas produits, nous donne un coût de 4,88 € TTC pour la facturation. Donc, juste une petite précision, parce que je sais qu'il y avait eu des échanges sur les 100 000 repas atteints, etc. Donc, les conventions qui ont été établies en 2022 reposaient sur l'hypothèse d'une baisse de coût unitaire à mesure que le volume de repas augmenterait. Cette anticipation n'a toutefois pas pu se concrétiser en raison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire l'inflation élevée sur les denrées alimentaires, l'énergie et les charges de personnel, le renforcement de la qualité des approvisionnements en lien avec la réglementation. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir le détail que vous avez certainement consulté par commune et le nombre de repas par trimestre selon les communes. Ensuite, nous avons aussi donc la mise en conformité avec la loi Egalim, puisque l'année 2022 marquait un retard d'alignement sur les exigences de la loi Egalim. Donc l'entrée en vigueur en 2022 pour les collectivités, donc qui imposent 50% de produits durables ou de qualité, dont au moins 20% de bio. Et à fin 2024, nos objectifs sont atteints. La collectivité respecte pleinement ces critères avec des niveaux largement supérieurs, puisque nous avons 53% de produits issus de l'agriculture biologique et 75% de produits durables, label rouge, IGP, pêche durable, etc. Donc ce changement qualitatif majeur a un impact sur les coûts d'achat, mais contribue aussi à l'amélioration nutritionnelle, environnementale et éducative des repas servis en cohérence avec les objectifs de la politique publique portée par l'intercommunalité. Oui. Est-ce que je peux t'arrêter juste une seconde? On n'a pas voté la 7 là. Ben, je suis sur la 7 toujours. Je suis toujours sur la 7. Tu es toujours sur la 7 parce que tu parlais de la loi Egalim, parce que c'est une délibération après, c'est la loi Egalim. Je n'ai pas parlé de délibération sur la loi Egalim. J'ai simplement dit que nous respections la proportion des produits durables et bio. Je n'ai pas parlé de délibération sur la loi Egalim. Retraite en bon ordre, Monsieur Vanier. J'ai eu peur d'être en retard sur... Non, tu as... Bon, voilà. Non, je n'ai pas parlé du tout de délibération sur la loi Egalim. Donc, du coup, l'objectif de la délibération, c'est bien le coût unitaire du repas produit au titre de l'année 2024, qui est arrêté à 4,88 €. Et ensuite, sur l'article 2, dans l'attente de la consolidation des charges de l'année 2025, le coût de refacturation prévisionnel pour l'année 2025 est fixé à 4,88 € par repas. Ce tarif fera l'objet, le cas échéant, d'une régularisation, puisque nous en avons déjà une en cours actuellement, je crois, sur Bavans et peut-être en Frueville, je ne sais pas. Mais Bavans, il y en a une. Et Rouvilette, voilà. Et donc sur l'article 3, d'appliquer le présent tarif à l'ensemble des communes ayant signé une convention de prestation de services avec la communauté de communes dans le cadre de la restauration scolaire. Et bien entendu, l'article 4, d'autoriser le président à prendre toute disposition utile à la mise en œuvre de la présente décision. Je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations à laquelle je n'aurais pas répondu. Juste, Kelly, si vous me le permettez, peut-être juste une petite remarque pour dire que, effectivement, puisque vous avez évoqué Egalim, on est dans les clous pour Egalim, c'est-à-dire qu'on remplit le cahier des charges tel qu'il est édicté. Je pense qu'on a encore des efforts à faire pour essayer que ce soit nos producteurs locaux qui puissent répondre le mieux possible au marché. Alors nous avons une liste quand même sérieuse de nos producteurs locaux. Oui, pardon, allez-y. Nous avons une liste sérieuse de nos producteurs locaux, puisque
nous avons toujours... je cherche ma liste du coup. Et c'est juste, il peut y avoir des points d'interrogation par rapport à la livraison des produits selon le temps, effectivement. Donc, on est obligé d'avoir aussi des lots garde-fous de façon à, quand on a plus de 400 repas... Il n'y a aucun reproche, mais je prends un exemple parce que on l'avait vu tous les deux quand on a passé notre première commande d'œufs. Alors qu'on a, alors qu'on a des producteurs un peu partout. Et là, c'est absolument pas nous qui sommes en cause, mais le mode d'emballage, enfin la manière dont ça doit être collecté, c'est-à-dire les blancs d'un côté, les jaunes de l'autre et tout, était telle que les entreprises locales, les producteurs locaux ne pouvaient pas répondre à notre consultation. Donc, j'allais dire, il y a vraiment toute une réflexion à avoir en amont pour essayer au maximum que les locaux puissent répondre à aux offres que nous proposons. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Président. Néanmoins, sur les œufs, il y a une règle sanitaire très stricte. Et malheureusement, je ne me vois pas, et la communauté de communes aussi, prendre un risque par rapport à une intoxication, par rapport à un problème de santé. Voilà. Donc, je sais qu'on se confronte effectivement aux règles sanitaires, aux producteurs locaux. Il faut trouver les compromis. Mais dans le cas d'un problème, où est le curseur du compromis, quoi. Donc, prudence. Sauf si Olivier accepte les oranges. Par contre, peut-être... je peux quand même vous donner les producteurs. On a la ferme du Pré-Baron à Touffreville, hein, qui transforme les farines, les huiles et légumes secs directement à la ferme. On a la ferme du Haut-Varaville, qui est effectivement qui a l'activité de maraîchage. Et puis vous avez les légumes de Beaufour, avec pareil un maraîchage biologique, donc une large gamme de légumes de saison. Au niveau des viandes, vous avez la boucherie de Dezulé, avec la ferme La Barrière qui est sur Varaville. Donc tout ce qui est viande locale issue d'élevage bovin charolais. Donc je pense que la cuisine centrale bénéficie de partenariats solides avec les producteurs locaux qui sont engagés. Il n'y avait, Kelly, certaines, aucun reproche, mais véritablement le souhait qu'on essaye d'améliorer encore, mais cette chose-là. Alors, je ne sais pas pour quelle raison il y a des bonbons qui circulent là. Au début, alors j'ai cherché parce que vous comprenez, nous on est toujours quand même un peu à l'affût. J'ai cru que c'était l'anniversaire d'Alexandre Bouillon, mais non. Il y a eu celui. Ah non, c'est pas son. Il est au mois d'octobre. Ah bon? Non, c'est Alexandre. Bah alors, qu'est-ce qui me. Non, mais. Non, parce que j'avais Yves Moreau comme anniversaire, 11 mai. Annie Dubo. Saint-Didier. Géry Picodot, c'est pas trop loin non plus. Anne-Marie de Peigne également. Enfin, ça commence à faire un peu colonie de vacances. Ah oui. Moi, je suis président, j'ai le droit d'en prendre 2. Oh bah oui, enfin ça. C'est pourquoi j'ai pas entendu. Illustrer un esprit sain dans un corps sain. Ah, très bien. Ok, donc un peu de sérieux. On en termine avec cette délibération numéro 7. Et je vous propose donc d'adopter ce coût unitaire du tarif, enfin des repas de restauration scolaire à 4,88 € avec les questions afférentes. Oui, Est-ce qu'il y a des remarques? Ah bon? Des abstentions? Des votes contre? Unanimité, merci. Et vous pouvez, répondant ainsi à l'attente de François Vanier, passer à la question numéro 8. Il faut que je vous redonne la parole, Kelly, si vous voulez appuyer sur... Donc, concernant cette délibération, depuis 2019, effectivement, l'État soutient les collectivités éligibles à la dotation de solidarité rurale, ayant la compétence restauration scolaire.
et via le dispositif Cantine à 1 euro. Et celui-ci permet aux familles et aux quotients familiaux les plus bas de bénéficier de repas scolaires avec ce tarif réduit. Et nous avons une compensation financière de l'État à hauteur de 3 euros par repas concerné. Donc, la communauté de communes est engagée depuis juin 2022 pour cette restauration et la convention triennale actuellement en vigueur arrive à échéance. Et il y a plein de bruit. Donc, elle arrive donc à échéance le 8 juin 2025 et afin de poursuivre cet engagement en faveur de l'équité sociale et de l'accès à une alimentation de qualité pour tous, il est proposé de renouveler cette convention. Et effectivement, tu as raison François, donc j'arrive à l'avenant bonus Egalim, qui n'est pas négligeable, car depuis le 1er janvier 2024, l'État applique une bonification de 1 euro supplémentaire par repas aux familles tarifiées. Donc si on fait le total, ça nous ferait donc une compensation de 4 euros par repas, donc sous condition de mettre en œuvre une politique de restauration respectant toutes les prérogatives de la loi Egalim que j'ai citée tout à l'heure. Cette mesure est soumise aussi à l'inscription sur la plateforme Ma Cantine et à la déclaration des données d'achat alimentaire. Et étant donné que la collectivité respecte parfaitement ces critères, donc les 53% de produits issus de l'agriculture biologique et 73% de produits durables, donc ce niveau d'engagement dépasse bien entendu les exigences légales et conforte président, la collectivité dans sa volonté de promouvoir une alimentation saine, durable et locale avec nos producteurs. Donc, afin de fixer cette tarification d'une façon un petit peu plus optimiste, nous avons retravaillé sur les quotients familiaux, ce qui nous permet d'avoir une grille actuelle beaucoup plus large. À noter que la première tranche a été revalorisée de 5%, passant de 620 euros à 650 euros. Donc, du coup, pour élargir le nombre de familles éligibles, donc, nous avons maintenant donc, 5 tranches de quotient familial, oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça nous donne des familles plus nombreuses pour qu'on puisse bénéficier des 3 euros pour la cantine à 1 euro, plus le bonus Egalim, ce qui nous fait donc une compensation de 4 euros, ce qui n'est pas négligeable puisque... Oui, c'est très intéressant. Et du coup, cette nouvelle segmentation donc, permet d'introduire une tarification beaucoup plus fine. Et le gain tarifaire, comme je vous l'ai dit, est de 4 euros et moins 2,90 euros, par exemple, pour une famille concernée par ce glissement, soit 1,10 euro par repas. Donc, cette évolution tarifaire, bien entendu, permet une forte baisse pour les familles les plus modestes, jusqu'à moins 65%. Il est important que ces familles aient des repas équilibrés et le déjeuner fait partie vraiment de ce repas équilibré pour les enfants les plus modestes. Une meilleure progressivité des tarifs selon les revenus, une meilleure couverture des coûts pour les tranches les plus élevées. Donc, malgré la baisse de certaines contributions, donc les recettes totales liées à la restauration scolaire sont restées globalement stables, passant de 197 258 € en 2021 à 212 540 € en 2024. Ensuite, donc, il vous est proposé donc d'approuver le renouvellement de la convention triennale avec l'État pour le dispositif Cantine à 1 euro pour la période 2025, 2026 et 2027, d'approuver la signature de l'avenant Egalim permettant de bénéficier du bonus de 1 euro par repas facturé à moins 2 ou à 1 euro, de s'engager au bon respect des exigences de la loi Egalim et d'assurer une inscription des cantines concernées sur la plateforme Ma Cantine,
et d'autoriser le président ou son représentant à signer les conventions avenants et tout document afférent. Est-ce que vous avez des questions Là, parce qu'on a entamé le 9, on a fait le 8 et le 9 presque. Non. Tout est lié. Hein, Oui, donc, non, mais je propose qu'on adopte le 8 et le 9 en même temps. Je pense, oui. Puisque, enfin, on peut... Oui, Xavier, une demande de parole. Oui, concernant donc le fait de pouvoir bénéficier de la cantine à 1 euro, donc ça c'est donc on reçoit de l'État donc des aides. Quel est le seuil du coefficient familial qui nous est imposé pour pouvoir en bénéficier? Moi, j'étais resté sur 1 000 euros, moi. Non, mais ça Non, commence à 650 euros. Oui, ça c'est les barèmes qu'on s'est fixés nous. Ah oui, d'accord. Mais pour en bénéficier, j'étais resté sur un QF de 1 000 euros, inférieur ou égal à 1 000 euros. Est-ce que ça a changé? Non, mais à partir du moment où tu as ta première tranche de base Oui. à 650 euros, après, toi, tu peux faire tes Oui, après, tranches. Tu les fais. Tu peux, par exemple, nous, on était sur 3 tranches au départ. On a décidé d'harmoniser les tranches de quotient familial parce que ça faisait trop de disparités. Et du coup, certaines familles étaient à cheval sur les tranches, ce qui n'était pas correct. Et donc, du coup, après, nous, on a retravaillé par rapport à un montant. Et donc, on a décidé de faire 5 tranches. Et voilà, il faut respecter au départ la première tranche qui est importante. Oui, oui. Mais c'est bien à partir de 1 000 euros, effectivement, que ok. l'État... C'était le sens de ma question et donc ça n'a pas changé. D'accord. Ah, Et est-ce que l'on sait le nombre de familles qui bénéficient de ce dispositif? Oui. Est-ce que ça c'est plutôt tendance à grimper ou pas? Parce que finalement, ce sont des signes quand même sur la situation des familles. On va comparer à périmètre égal, puisque là, on change Ouais, les... ouais. On change les Ah bon. Bon, alors par exemple, en cours, c'est ce que je l'ai, hein, donc le comparatif. Donc, par exemple, en cours, nous avons 39 familles pour la tranche entre 0 et 620 euros. Et entre 621 et 1200 euros, on a 113 familles. À juin 2025, donc sur la tranche de 0 à 650 euros, nous aurons 43 familles. Et ensuite, sur la tranche de 651 et 900 euros, 50 familles. Entre 901 et 1200 euros, 59 familles. Donc, du coup, on élargit cette... On élargit effectivement les bénéficiaires, sachant que, puisqu'on a fait le choix de dépasser le seuil des 1 000 euros, donc c'est du financement propre à la collectivité, puisqu'on n'a pas des recettes en face. Si, mais parce qu'il ne faut pas faire une ligne globale, il y a plusieurs tranches. L'ensemble des lignes qui permettent de trouver l'équilibre. Ouais. Voilà. Oui, bon, après, je vous fais confiance, hein, je veux dire. Oui, c'est quelque chose qui a été vraiment réfléchi. Et donc, il y a la ligne générale et après, tu as les lignes à l'intérieur où il y a d'autres sous-tranches, on peut dire. Mais pour NCPA, c'était quelque chose de plus positif pour pouvoir aussi avoir une recette qui nous permet aussi de faire des meilleurs repas, etc. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a... Oui, Alexandre. Pour voir si j'ai bien compris, finalement, un repas 1 euro nous coûte 88 centimes au lieu de nous coûter 4,88 sur tous les autres repas. Exactement. Et donc, pour reprendre ce que disait Xavier, on n'aurait pas intérêt à avoir notre limite qui aille juste à la limite de l'État pour faire profiter plus de familles de ce repas à 1 euro et quelque part aussi nous être plus rentables sur tous ces repas. Alors, enfin, ce qui a été fait, nous, parce qu'en réalité, il y a une tranche qui va de 900 à 1200. Oui, c'est ça, j'ai vu. Voilà. Et en réalité, ils bénéficient pour le coup d'un tarif intermédiaire, alors que normalement, il sera à 4,88. Oui, ils sont à 2 quelque chose. Voilà, ça l'est, à 2,50 ils sont. Finalement, nous, l'addition, je crois que vraiment, enfin, il y a eu un travail. On utilise au maximum. On utilise au maximum l'argent qui provient de l'État et on essaye de le répartir. Alors avec vraiment, pour les familles qui sont en grande difficulté, et les autres, par contre, on monte progressivement. Ils ne reviennent pas tout de suite au prix normal qui est pratiqué. Ils sont à 2,90 entre 901 et, exactement. et 1200. 2,90 exactement. Mais
c'est un travail qui a été fait en réflexion. On a essayé 3 tranches, 4 tranches, 5 tranches, etc. pour trouver le bon compromis de façon à avoir plus de familles bénéficiaires. Okay. Et qui, pour nous aussi, c'est aussi une recette par rapport à ça qui n'est pas négligeable. Merci. Très bien. Donc, je soumets à votre vote à la fois la prolongation du dispositif, donc la délibération numéro 8, et les tarifs pratiqués avec les différentes tranches de quotient familial, la délibération numéro 9. Alors, on peut scinder le vote si une seule personne le demande. Autrement, je vous propose un vote groupé. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kelly. Et nous passons donc, et c'est toujours vous, à la fixation des tarifs des mini-camps pour les accueils de loisirs. Merci, Président. Alors, du coup, les mini-camps, bien entendu, sont destinés aux enfants des accueils de loisirs et des accueils de jeunes. Ils sont en moyenne d'une durée de 4 ou 5 jours en semaine, organisés dans des types d'hébergements variés et des destinations différentes. Par exemple, en camping, vous avez Thury et Flamanville. En hébergement en dur, vous avez Thury, Jumièges et Clécy. Et l'organisation en camping est comme un hébergement dur et dans les deux formats en gestion autonome. Le nombre d'enfants peut s'élever à 24 par séjour et 16 pour les adolescents. La communauté de communes fixe les participations familiales des séjours en accord avec la Ligue de l'enseignement, qui est la gestionnaire des accueils de loisirs. Donc la tarification correspond au reste à charge pour les familles, c'est-à-dire le prix coûtant du séjour, après déduction des aides de la caisse d'allocation familiale et du coût des animateurs inclus dans le marché avec la Ligue de l'enseignement. Bien entendu, vous avez noté qu'il y avait une différenciation qui est opérée entre les familles résidant sur le territoire intercommunal qui bénéficient du tarif de base et les familles extérieures où nous avons une majoration de 15%. Donc les tarifs jusqu'à présent révisés de manière annuelle sont désormais fixes. Le prestataire fait le choix des destinations des séjours dans une recherche d'équilibre global des dépenses et recettes sur toute la période. En clair, donc les tarifs séjour format camping, donc par rapport aux tranches, si vous avez regardé la note de synthèse. Donc, je ne sais pas si je vous redonne tous les tarifs en détail. Non, c'est pas nécessaire. D'accord. Donc, que dire de plus? Donc, il vous est proposé aujourd'hui de fixer une grille tarifaire unique pour les séjours en format camping, tels qu'ils sont proposés dans le tableau que vous avez pu lire. Si vous en êtes d'accord. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'adopter ces tarifs pour les mini-camps. Des voix contre, des abstentions, unanimité, merci. Et dernier point sur cette question scolarité jeunesse, le tarif, enfin pour les scolaires, donc qui hors communauté de communes, qui viennent dans les écoles de Dozulé et d'Escoville, et la participation donc des communes aux frais de scolarisation. Les coûts de gestion des écoles publiques de Dozulé et d'Escoville sont pris en charge par la communauté de communes dans le cadre de sa compétence. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements scolaires et périscolaires d'intérêt communautaire. Pour chaque élève, ces coûts sont traduits par des frais de scolarisation qui correspondent à l'ensemble des charges, c'est-à-dire l'entretien des locaux, les fournitures scolaires, le fluide, le matériel informatique ou encore la quote-part des services administratifs dédiés au fonctionnement des écoles publiques. Donc ces frais sont calculés sur la base des dépenses de fonctionnement qui sont liées aux écoles communautaires et à l'issue d'une période annuelle correspond au compte administratif de l'exercice précédent. Ainsi, les frais de scolarité applicables en 2025 correspondent aux dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
En septembre 2024, pour l'année scolaire 2024-2025, la remontée des effectifs scolaires du ministère de l'Éducation nationale était de 154 élèves inscrits dans les écoles maternelles communautaires et 298 élèves inscrits dans les écoles élémentaires communautaires. Ainsi, la délibération propose de fixer les frais de scolarité suivants, à demander aux collectivités de rattachement des élèves en situation dérogatoire. Donc, pour un élève en école maternelle, le montant est de 1809,88 €. Pour un élève en école élémentaire, 544,57 €. Rappel pour 2023, donc le coût de l'école maternelle était de 1941,74 €, donc on est un peu en baisse, et un élève en école élémentaire était de 630,95 €. Donc, alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est en baisse? Voilà, j'attendais la question. Donc, bien entendu, cette évolution s'explique par le rattrapage l'an dernier des charges liées à la chaudière en bois, ainsi que par la fin de la convention avec le CIVU. Donc, pour compenser cette fin de partenariat, donc une augmentation de 15% des frais liés aux services supports intercommunaux a été appliquée. Et donc, depuis 2024, le calcul des frais de scolarisation s'appuie sur la grille tarifaire préfectorale, en prenant comme référence le coût moyen constaté dans le département du Calvados, afin d'assurer une harmonisation des contributions. Sur cette tarification scolaire. Alors, s'il n'y a pas de questions, je la soumets à votre approbation. Des votes contre, des abstentions, unanimité, merci. Et donc, nous passons, Olivier Hommol, aux questions budgétaires, le budget principal et le vote d'une décision modificative numéro 1. Oui, merci, Olivier. Donc, un point qui est un point double, justement, et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'il y a une seule note de synthèse pour les deux délibérations. Il y en a une sur le budget principal et l'autre sur le budget annexe restauration scolaire. Les deux sont bien évidemment liés, puisque le but, c'est de faire la transparence sur ce budget de restauration scolaire, comme on l'avait décidé sur le principe au moment des orientations budgétaires, qu'on n'était pas prêt pour le mettre au moment du budget primitif en mars, et on avait dit qu'on le ferait en tout cas avant l'été, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour mettre cette transparence totale, et donc être bien sûr qu'on ait dans le budget annexe restauration scolaire tous les frais liés à la restauration scolaire. Je précise tout de suite que ça ne change rien, bien sûr, et qu'il ne s'agit en aucune façon de modifier le mode de calcul, puisqu'il y avait des craintes qui avaient été exprimées à ce moment-là, de la facturation aux communes partenaires qui pour la production et la distribution des repas. Quand il y a production et distribution des repas et qui sont facturés, bien évidemment, il n'y a que ces 4,88 € actuellement, on vient de le voter, qui s'appliquent, point final, et il n'y a que ces frais-là, rien d'autre. Et ça ne change pas, mais en revanche, que ça nous permet d'avoir une transparence totale. Donc, il s'agit d'abord de transférer et de sortir du budget principal un certain nombre de dépenses qui sont liées à la restauration scolaire et qui aujourd'hui étaient un peu noyées dans la masse au chapitre 011 du budget principal. Donc ceux-là, il faut qu'on les transfère dans le budget annexe de restauration scolaire. Ensuite, il s'agit de mettre en recette du budget principal les remboursements qui proviennent du budget annexe pour la prise en charge des frais de personnel, parce que le 012, lui, reste bien évidemment, le personnel reste entièrement dans le 012 du budget principal. Donc il faut faire le remboursement correspondant. Ensuite, eh bien, il faut équilibrer bien sûr le budget annexe et il y a une subvention qui est du coup à mettre, qui reviendra du coup du chapitre 65, parce que bien évidemment la restauration scolaire, elle ne s'équilibre pas d'elle-même. On sait tous que les frais sont en fait supérieurs à ceux que on facture simplement. Et puis après, il faut encore trouver le moyen d'équilibrer le budget principal.
À ceci se rajoute une petite chose en plus qu'on a glissée dans la même délibération, qui n'a rien à voir là avec la restauration scolaire et qui n'apparaît que pour le budget principal, qui est pour le fonctionnement du service mutualisé informatique, dans lequel il y a une facturation qui doit être payée et puis prise en charge par une commune adhérente, mais pour ça, il faut qu'on puisse simplement l'inscrire au budget, et ça n'était pas le cas parce que ça ne nous était pas connu quand on a fait le budget il y a 2 mois. Et crainte, c'est pas une grosse somme, et de toute façon, pour notre budget, c'est à l'équilibre, évidemment. Donc, on ne sert que de boîte aux lettres, et ça ne change rien. Alors, dans les dépenses du budget principal, qui était un petit peu et qu'il a fallu aller rechercher avec l'eau, les fluides, l'énergie, etc. Il y a un certain nombre de chapitres comme ça. Ceux-là, il y en a pour 58 100 € qu'on sort du budget principal et qu'on passe dans le budget annexe restauration scolaire. Dans les remboursements des recettes, donc je l'ai dit, le personnel reste bien sur le 0,12 du budget principal. C'est là où ils sont et où ils ont leur feuille de paye. Et inversement, bien évidemment, donc le budget annexe rembourse ses frais, et il s'agit au total de 393 463 €, mais il y en avait une partie qui était déjà inscrite, il y avait des personnels qui étaient déjà inscrits, et donc il s'agit ici d'ajouter, en l'occurrence, 194 463 € de plus que ce qui avait été mis avant. Et je dois vous dire que là, on a découvert à cette occasion-là aussi une toute petite erreur, mais ça n'est pas grave, dans le budget principal, où il y avait un chiffre qui avait été omis quelque part. On le rectifie à la même occasion. Pour les remboursements de recettes de facturation aux familles, il y a en l'occurrence 189 000 € de dépenses du budget principal au chapitre 65 en section de fonctionnement. Et cette somme apparaît déjà au budget annexe, et il faut cette fois-ci la faire apparaître en recette au budget principal. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, eh bien, on arrive à savoir quel est le chiffre effectivement de la subvention. C'est bien ça, la transparence totale permet de voir ça, et que le besoin de financement qui subsiste, qui lui est structurel et normal, il reste, parce que on est toujours avec un budget comme celui-là. Bien évidemment, le budget, on l'équilibre, le budget annexe de la restauration scolaire, mais je veux dire, il n'est pas équilibré de lui-même, puisqu'on ne refacture pas tous les coûts de la restauration scolaire aux enfants et aux familles. Et donc, la subvention d'équilibre, en l'occurrence, elle est de 338 263. Alors après, la question, c'est comment est-ce qu'on équilibre le budget principal. Donc là, on a repris quelques dépenses là où c'était possible, sur des dépenses qui étaient envisagées, mais qu'on pense qui finalement vont être soit moins élevées, soit n'ont pas lieu, ou de réduire aussi la capacité prévisionnelle d'épargne à hauteur de 35 700 €. Et ça vous donne l'ensemble, grosso modo, des modifications, avec en plus, je l'ai dit, pour le budget principal, ce petit sujet des frais informatiques, dans lequel il faut qu'on rajoute en recettes comme en dépenses 18 612 €. Alors je suis désolé, j'espère que c'était vraiment clair. Vous avez les différentes feuilles avec les budgets. On essaye d'être le plus transparent et le plus clair possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez ce qui avait été voté dans le budget, vous avez la modification et du coup le nouveau budget une fois qu'on va avoir voté cela. Et en regroupant en plus dans la première partie, vous voyez au chapitre 011 dans les dépenses de fonctionnement, vous voyez apparaître les différents postes avec eau, électricité, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à lire quand c'est pas très bien éclairé. Il y a même pain, vêtements professionnels, assurance, analyse ou agent périscolaire pour le temps du méridien à l'heure du midi, pour 58 100 €. Vous avez donc pour le scolaire, vous avez 50 000 € donc de réduction qui ont été ciblés et qu'on a choisi d'apporter. Vous avez les 18 612 qui viennent augmenter ces dépenses. Vous avez les 35 750 dont on a dit qu'on réduisait effectivement pour l'équilibrage du budget le chapitre 023, donc c'est-à-dire excusez-moi, je ne retrouve pas le terme. Voilà. Mais comment ?
notre capacité d'épargne. Voilà, merci Olivier. Et puis vous avez effectivement les frais de personnel après aussi que vous voyez apparaître. Et au total, donc ça donne une modification pour le budget principal dans les dépenses de fonctionnement de 402 075, et vous avez la même chose bien sûr en recettes de fonctionnement de l'autre côté. Et en dépenses et recettes d'investissement, vous avez simplement ces 35 750 en dépenses comme en recettes. Et ça, c'est pour le budget principal. Et pour le budget annexe, eh bien, vous retrouvez un petit peu les mêmes chiffres, bien sûr, puisque vous retrouvez ces 58 100 également. Vous retrouvez cette fois-ci, mais simplement le complément des frais de personnel, les 194 463, donc non pas la totalité, puisque cette fois-ci, il y en avait une partie qui était déjà dans le budget. Et vous avez donc une modification budgétaire des dépenses de fonctionnement qui est de 252 563, qui fait passer l'ensemble du budget en dépenses de 587 698,34 à 840 251,34. Et vous avez donc la même chose côté recettes de fonctionnement, avec notamment l'apparition donc de cette subvention d'équilibre au chapitre 74, en l'occurrence côté budget annexe, de 250. Excusez-moi, j'ai tellement du mal à lire quand c'est comme ça, de 252 563. Et bien sûr, on a un équilibre de l'ensemble, voilà. Non, pardon, 238 263. Voilà. Et rien côté financement. Voilà. Je pense que c'est l'essentiel pour que vous compreniez bien. Le but, c'est de faire cette transparence. C'est que maintenant, tous les coûts avec cela, une fois qu'on aura voté ça, tous les coûts seront dans le budget annexe restauration scolaire, soit en direct, soit refacturés quand c'est les frais de personnel. Hein. Et ça permet de savoir exactement la restauration scolaire, ce qu'elle nous coûte, ce qui ne change strictement rien au fait de dire que la production et la livraison des repas dans les différents endroits où on ne fait que produire et livrer, cela, bien sûr, reste, et c'est le calcul que Kelly a montré tout à l'heure, il reste à 4,88 pour le réel 2024, qui est le coût exact, et qu'on a pris également pour le budget 2025, et qui sera éventuellement légèrement réajusté, mais qui n'a rien à voir avec cette modification-là. Cette modification, c'est vraiment la transparence, pour la première fois, du budget de la restauration scolaire. Merci beaucoup Olivier. Est-ce qu'il y a des questions donc sur cette DM qui est à deux versants, puisque si on vote la première, ça veut dire qu'on vote automatiquement la seconde délibération, puisqu'il y en a un où l'on sort et l'autre qui l'argent rentre. Donc je vous propose le vote des deux délibérations en même temps, hein, la 12 et la 13. Oui, pardon, oui Kelly. Une petite... voilà, exactement. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que depuis 2022, parce qu'avant, il faut savoir que nous étions prestataires de services, et que depuis 2022, il y a un travail qui est fait, que ce soit au niveau du budget, au niveau du travail des producteurs, au niveau de la qualité des repas pour l'ensemble des enfants, et qu'on obtient un taux de satisfaction qui est plutôt encourageant. Et je voulais remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur tout ce budget annexe aussi qui enfin a été créé. Et remercier aussi les communes qui nous font confiance pour continuer ce beau projet qui est la restauration en régie. Merci Kelly. Je reprends donc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci. Nous passons au point 14 de l'ordre du jour. Ressources humaines, protection sociale complémentaire. Je donne la parole à Patrice Germain. Merci beaucoup. Je ne vous rappellerai pas que la protection sociale complémentaire, qui est une protection qui vient s'ajouter au régime de la sécurité sociale, se divise en deux parties. Une partie pour les dépenses de frais de santé classiques, maladie, maternité ou accident, et que cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la mutuelle. Et d'autre part, il peut y avoir une complémentaire prévoyance, qu'on appelle quelquefois garantie de maintien de salaire,
qui permet aux agents qui sont touchés par des aléas de la vie importants, comme une longue maladie, une invalidité, un accident non professionnel, etc., de maintenir une rémunération ou un régime indemnitaire correct. Il est rappelé qu'effectivement, au-delà de 3 mois d'arrêt pour une maladie ordinaire, l'agent perd la moitié de son salaire et au-delà de 12 mois, il perd la totalité. Donc, en application d'une ordonnance de 2021, du 17 février 2021 exactement, relative à la protection sociale complémentaire, de nouvelles obligations se sont imposées aux employeurs publics pour que ce soit en matière de santé ou que ce soit donc de mutuelle ou de prévoyance. Ces dispositions ont été prises de façon à harmoniser la législation pour le secteur public avec celle qui est déjà en vigueur dans le secteur privé. Ainsi, il y a, à partir du 1er janvier 2025, une obligation pour l'employeur de participer au financement de la prévoyance et le financement de la complémentaire santé, donc de la mutuelle, devra être une participation au financement de la mutuelle devra intervenir à partir du 1er janvier 2026. Bon, ça, c'est un premier point dans la réflexion. C'est le cadre global. S'agissant de la prévoyance, nous avons décidé, par une délibération en date du 28 décembre 2023, de souscrire au contrat collectif qui est proposé par le centre de gestion. Cette adhésion permet aux agents de bénéficier des taux négociés, avec de participer, oui, c'est ça, et les agents il faut que les agents aient souscrit à ce contrat pour qu'ils puissent bénéficier de la participation de l'employeur. Je vous rappelle que la couverture des risques en matière de prévoyance concerne l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude et le décès. Jusqu'au 31 décembre 2024, les agents avaient la possibilité d'opter pour une offre de base qui concernait uniquement l'incapacité, avec des options facultatives telles qu'une rente invalidité ou un capital décès. Depuis le 1er janvier 2025, ces deux options sont devenues obligatoires dans tous les contrats de base et donc ça a entraîné une augmentation tout à fait importante de la cotisation individuelle des agents. C'est pourquoi la participation que nous avions décidée jusqu'à présent était de 10 € par mois, par agent bien sûr, et compte tenu de la forte augmentation qui résulte de l'évolution de la réglementation et de l'incorporation de ces options facultatives qui deviennent des options obligatoires, il vous est proposé de fixer cette participation à 25 € par mois à partir du 1er juillet 2025. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'il y a sur cette décision, cette délibération, une question ou des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Nous avons deux questions en points divers. Alors, comme Didier Lecoeur avait soulevé ça en question diverses la dernière fois, je lui réponds. Donc, nous allons t'envoyer, bien entendu, les questions relatives aux services mutualisés de l'informatique. Et en réalité, ce qui a généré chez toi un surcoût, c'est le changement du serveur. Autrement, le coût pour ta commune aurait été de 1 094 €.
Donc nous t'envoyons tous les éléments, mais voilà, tout est correct et la commune de Criqueville n'a pas été surfacturée. D'autre part, juste 2 mots à 2 voix entre Kelly et moi sur les 25 ans de l'établissement public numérique. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. En 1998, lorsqu'une de nos 3 intercommunalités, Cabalor, a été créée, son créateur, monsieur François Toto, qui était maire adjoint à Gonneville, donc a pris cette présidence assez naturellement. Et très rapidement, dans le courant de la même année, on a été avisé du fait que l'école de Gonneville allait devoir fermer. Et c'est dans ces circonstances que l'idée, et M. Toto a eu cette idée de dire finalement, il y a 30 ans, j'allais dire, le numérique, le digital occupait pas la place qu'ils occupent aujourd'hui, de dire nos enfants, nos jeunes vont être confrontés à cela, et donc il faut qu'on invente quelque chose qui permette de familiariser les élèves, nos élèves, au digital, ensuite au théâtre, puis en disant, voilà, ils seront amenés à répondre à des offres d'emploi, et c'est comme ça donc qu'en 98, sitôt l'école fermée, on a réinvesti les lieux pour une activité à destination des jeunes. Après ça, ce qui ne s'appelait pas encore un établissement public numérique a continué, j'allais dire, son cheminement. Sous la houlette, le CRP, je ne rappelais plus le nom, voilà. Centre de ressources pédagogiques, sous la houlette éclairée et bienveillante de Éric Gatté, que je salue, qui s'occupe aujourd'hui de la retransmission, mais qui a véritablement été toujours la cheville ouvrière, et une cheville ouvrière toujours tournée vers la prospective, la nouveauté, sans arrêt à l'affût de ce qui pouvait améliorer, changer la destination du lieu. Donc ça n'est pas courant qu'on puisse fêter comme ça les 25 ans d'un équipement comme celui-là. Et donc je laisse Kelly qui va vous expliquer ce qui va se passer le 14 juin prochain. Président. Effectivement, donc la culture numérique a bien évolué en 25 ans. Et avec Eric, depuis que j'ai cette délégation, on s'est aussi beaucoup posé de questions, comment réorienter, comment faire évoluer ce service. Et cet anniversaire, bien effectivement, c'est l'occasion de mettre à l'honneur tous ces 25 ans d'innovation et de partage. Et surtout fêter dans une ambiance chaleureuse et festive, puisque cet événement sera enrichi de tables rondes, animées sous forme de plateaux télévision, avec comme thématique l'IA, la présentation et ses enjeux. Les enfants et les écrans, c'est un sujet effectivement d'actualité très fort. Les fake news, bien entendu. Donc voilà, ce sera une partie des sujets des tables rondes. Et vous aurez aussi des ateliers qui seront proposés autour de l'IA, tels que l'IA dans mon quotidien, l'IA et les enfants, l'IA dans ma commune, l'IA scientifique peut-être. Ce pourrait être l'occasion aussi pour les élus de s'emparer de ce sujet au cœur de la mutation de la société actuelle. Donc, entre autres, il y aura aussi des animations avec 10 espaces proposés, avec des thématiques allant de la musique, avec des concerts de notre école de musique, à la mobilité électrique, en concertation, j'imagine, avec la mobilité, les essais de Solex électrique aussi, notamment en passant par la transition écologique, le jeu vidéo et la robotique. Et puis, bien entendu, on ne peut pas il est important de s'alimenter, puisque l'alimentation et l'intelligence ne sont pas du tout négligeables, bien au contraire. Des food trucks seront également présents le midi et le soir. Et en début d'après-midi, donc, nous soufflerons les bougies et partagerons le gâteau d'anniversaire. Et puis, la mairie de Gonneville, donc en Auge, proposera un apéritif en soirée. Avec cet événement, en fait, sera co-organisé dans le cadre de la fête du village. Et puis, pour clôturer cette journée, donc un concert et un vidéo mapping, clôturons donc cette journée gratuite et ouverte à tous. Alors, n'hésitez pas à en parler à vos administrés, communiquer sur les réseaux. Le programme complet, vous l'avez entre les mains, donc avec toutes les animations qui feront cette journée, j'en suis sûre, un grand succès. Donc on compte tous sur votre présence
pour faire vivre cet espace numérique. Merci à Eric. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, Géry. Merci. Donc, Géry Picodot pour Cabourg. Picodot un peu chafouin, mais une fois n'est pas coutume. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, après les difficultés rencontrées par l'adoption de la feuille de route des déchets assimilés 2024-2030, depuis décembre dernier, a repris donc cette année la saga des incompréhensions saison 2, le jeu du qui fait quoi ou encore les traîtres d'Éric Antoine sur la 6. L'avenir nous le dira. Permettez-moi donc de revenir sur la façon dont a été constitué ce comité de pilotage bicéphale qui propose d'un côté un pôle opérationnel qui s'occuperait de la programmation votée dans la feuille de route et de l'autre un pôle financier en charge du contrôle des moyens pour y parvenir. Voilà qui renvoie de fait la commission déchets sur le sujet à un rôle subalterne alors qu'elle eût été parfaitement compétente dans ces deux domaines. Finalement, comme nous l'annoncions il y a quelques mois, elle ne servira bientôt plus que de chambre d'enregistrement. Pour une fois que l'État ne nous obligeait pas, on se rajoute une strate à l'heure de la simplification administrative. Enfin, c'est au forceps que Cabourg intègre le copil opérationnel. Pour l'autre, on ne nous a simplement rien demandé. En effet, il a fallu quitter prématurément une commission déchets et jouer des coudes en bureau communautaire pour que les Cabourgeais obtiennent un seul petit poste, quand même pour porter leur voix, alors que naturellement et en toute légitimité, la question n'aurait même pas dû se poser. La première réunion a eu lieu la semaine dernière et le président nous prévenait, un peu irrité, il faut bien le dire, que tant de communes aient demandé à participer, qu'il serait intransigeant sur la présence aux réunions à venir. On apprenait dans la foulée qu'il n'assisterait pas, lui, en présentiel à la prochaine. Que dire de l'amnésie du vice-président Homol, qui, fin décembre, dans l'ombre d'un cabinet, s'étouffait tout comme nous de la mouture du 19-12-24 de la feuille de route, et là, toujours dans l'ombre, entre soi, compose avec les représentants de Victo-en-Auge, Dives, Cresveuil et Ranville un groupe d'évaluation des performances publiques en omettant volontairement, ou encore pire, involontairement, Cabourg. Cabourg qui représente à elle seule, mais le montant cumulé de ce que ces 5 communes versent au budget des déchets, soit 2 700 000 €. À l'instar de Philippe Clément, quel coach aurait pu imaginer ne pas faire jouer le plus grand buteur de la collectivité, sauf à avoir l'intention assumée de le laisser sur le banc de touche? Nous ne sommes pas dupes. On aurait voulu mettre derrière le rideau des acteurs prompts à vouloir l'ouvrir dès le début du prochain mandat, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Alors vous comprendrez, Monsieur le Président, chers amis, notre agacement, et qu'après tout, il était bien légitime de revenir sur cette affaire et de devoir encore une fois faire entendre la voix des Cabourgeais au travers de ses représentants. Cabourg ne veut ni tirer la couverture à elle, ni donner de leçons à quiconque. Cabourg ne veut dominer personne. Permettez-lui de ne pas l'être par d'autres. Elle ne veut pas non plus être le dindon, ou la dinde plutôt, de la farce qui a assez duré, parce qu'elle pèse à elle seule 35% du budget du fonctionnement des déchets, qui lui est aussi proportionné pour avaler les 30% qu'elle génère sur l'ensemble du produit par le territoire. L'énoncé de ces seuls chiffres devrait vous obliger. Nous prenons donc acte de ces choix. Vous pourrez compter sur nous pour une participation active comme d'habitude, mais aussi vigilant à ne jamais devoir subir cette discrimination sournoise et injuste que nous ne méritons pas. Vigilant pour que nous ne nous échappe jamais la qualité du service public auquel on a droit. Le président Paz nous disait être pressé de mettre en place à marche forcée toutes les prérogatives que nous avons votées à l'adoption de la feuille de route, puisqu'aujourd'hui, le budget nous le permet, nous ne partageons pas cet empressement. En tout cas, pas au point d'oublier un partenaire majeur sur le bord du chemin. Merci de votre attention et sachez pouvoir compter sur nous dans les mois qui viennent. Forcément, Géry, tu l'imagines, quelques réponses. Alors déjà, concernant la présence, j'ai effectivement dit que quand on demandait à être présent, on pouvait l'être. Nadia l'était en visio, ce que j'ai trouvé très très bien. Je serai bien entendu en visio à la prochaine réunion. Je n'ai pas l'habitude de ne pas appliquer à moi-même ce que je demande aux autres. La commission qui est en charge de l'évaluation de la dépense publique n'est pas dédiée uniquement aux déchets, elle est dédiée à l'ensemble des politiques portées par la communauté de communes. Il se trouve qu'on a souhaité qu'elle prenne en premier la politique des déchets parce qu'on a une
feuille de route ambitieuse et coûteuse, mais on ne peut pas imaginer que dans toutes les commissions que l'on fait, notamment sur les déchets, enfin, moi je me trouvais dans une situation où j'avais 100% des grosses communes qui souhaitaient être présentes, alors on aurait eu donc Cabourdy, Voulgade, Varaville, Merville, et puis deux communes pour le rural, deux communes pour les communes intermédiaires. On est obligé, bien entendu, de faire des choix. Vous êtes partie prenante. J'ai rappelé aussi dans cette commission qu'il ne fallait pas y venir avec ses habits municipaux, mais avec les habits du type de collectivité que l'on représentait, parce que autrement, c'est le Conseil des maires. Je veux dire, le Conseil des maires, il est fait pour ça. Chacun des maires, à ce moment-là, peut s'exprimer et dire ce qu'il en est. Alors, je trouve que je veux dire, les griefs dont tu fais état n'ont pas de raison d'être. Il n'y a pas de volonté du tout de mettre Cabourg hors jeu. C'est absolument pas le cas. Et sur ma volonté, effectivement, avant la fin du mandat, de tenir les engagements qui ont été pris dans la feuille de route, c'est-à-dire que au mois de juin 2026, l'ensemble des communes puissent disposer des équipements qui ont été prévus et de ce fait que l'on puisse rentrer dans une nouvelle phase, c'est simplement appliquer ce qui a été décidé. C'est-à-dire que si je laisse couler les choses, moi je sais bien comment ça va, on prend une décision. Si effectivement on ne s'y accroche pas, je sais comment les choses peuvent évoluer. Donc ma volonté, c'est simplement de répondre à la confiance qui a été faite lors du vote de la feuille de route et de faire en sorte qu'au moment où le mandat se termine, en avril 2026, on puisse être dans les clous, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue technique, et sans vouloir dire à marche forcée, je sais bien qu'il faudra que ça fasse l'objet de vérifications. J'ai demandé d'ailleurs moi une fois par mois d'avoir une note sur l'état d'avancement, parce qu'autrement les choses ne se feront pas. Alors Cabourg est bien entendu une très grande commune, pas la plus grande démographiquement, mais sans doute la plus connue de notre territoire. Je te le dis comme je le pense. La victimisation, ça suffit aussi. Voilà, c'est tout. Oui. Juste une chose aussi, je l'ai déjà dit pas mal de fois, je l'avais notamment dit lors d'un conseil communautaire, on était en visio pendant qu'on ne pouvait pas être en présentiel. Je le rappelle, ce conseil communautaire, enfin ce conseil, c'est des communes et quelque part, elles sont toutes concernées. Chaque commune est concernée par ces déchets. Ce n'est pas tant de conseillers municipaux parce que c'est une grosse commune qui est plus concernée que les autres. On est combien, 39 communes. On est 38 communes. On est 38 communes concernées par des déchets. Point à la ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 5 personnes dans une commune, une demi-personne dans une petite commune, etc. J'avais aussi dit à l'époque, j'avais répondu à Tristan à l'époque, puisque c'était déjà le problème, on a tous nos problèmes de déchets, ce n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes problèmes, mais on en a, et chaque commune a ses problèmes. Je pense qu'au niveau de ces déchets, ça fait 10 ans qu'on parle de ces déchets. Il faut quand même faut grandir. Il va falloir un peu grandir, tout ce qu'on est là. On ne peut plus avoir ce qu'on avait avant, on le sait. C'est compliqué. Il y a des budgets à respecter. Je pense qu'il faut qu'on soit... sincèrement, il faut un peu grandir. Voilà. Je suis désolée... je pense que je ne parle pas qu'en mon propre nom à ce niveau-là. Voilà. Faut que chacun soit un peu responsable à ce niveau-là. Voilà. Harold, tu as demandé la parole. Oui, je suis désolé, je vais encore parler de Cabourg. J'ai des remontées par rapport au centre aqualudique concernant les accompagnateurs pour la piscine, enfin bien sûr le centre aqualudique. On fait remonter que en fait ça change tout le temps d'une semaine à l'autre.
Par exemple, la première semaine, ils pouvaient les accompagner au bord de la piscine. La semaine d'après, il fallait être dans la piscine, mais en même temps être agréé. Donc, ils ont été recalés. Ils étaient à l'entrée, mais ils n'ont pas pu surveiller leurs enfants. Donc après, pour pouvoir voir leurs enfants dans la piscine, il a fallu qu'ils aillent dehors, à travers les vitres. Alors, s'il pleut, c'est quand même embêtant. Les douches sont chaudes une fois, froides de l'autre fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? On m'a remonté les poubelles. Alors, il n'y a pas de poubelle pour les filles. C'est un peu embêtant dans les locaux pour changer. Qu'est-ce qu'on m'a encore fait remonter? Parce que là, je viens de recevoir Ça serait bien que en fait, les parents puissent accéder autour, et qu'ils soient en tenue, bien sûr, mais qu'ils puissent attendre autour de la piscine. Hein, parce que... et puis aussi, alors chose étrange, il y a aussi la plongée. Donc la plongée, apparemment, ils étaient dans le bassin en soirée, et donc apparemment ils sont tous partis, ils ont mis l'alarme et ils ont laissé les plongeurs dans la piscine. Donc c'est comme... Donc ça serait bien de ne pas mettre l'alarme quand ils sont dans la piscine, quoi. Voilà. Voilà. Alors, je rappelle que ce n'est pas une piscine, un centre ludique que nous gérons en régie, donc on n'est pas tenu au jour le jour, sauf quand il y a un événement grave. Pour ce qui est effectivement du rôle des parents, des accompagnants, on leur demandera de clarifier les choses, hein, de manière. Est-ce que ça va les démotiver en fait s'ils voient pas? Non, mais c'est surtout que ce qui m'inquiète, c'est que ça soit mouvant d'une session à l'autre, quoi. Soit il y a une règle et on l'applique toujours de manière uniforme, soit voilà, mais on n'autorise pas une semaine, ce qui est interdit la semaine suivante. Okay, merci. Oui, Tristan. Alors. Ah bon, alors une réponse de Kelly et ensuite Tristan. National, quel qu'il soit. Donc les parents accompagnateurs, c'est pas n'importe qui non plus. Donc il faut toujours trouver les parents qui auront cet agrément par l'éducation nationale. Toi dans le bassin ou pour être au bassin. Oui, mais parce que vous n'avez pas l'agrément de l'éducation nationale. Non, mais il faut qu'on voit avec les écoles ce que dit l'éducation nationale. S'il y a un agrément à demander, c'est aux écoles de demander, sans doute. Hein, Ah, d'accord. Oui. Alors, concernant l'agrément, il n'est demandé d'agrément aux parents qui accompagnent des élèves généralement de maternelle, parce qu'il est demandé qu'il y ait des parents dans l'eau quand ce sont des élèves de maternelle. Dans ces cas-là, ils doivent être agréés. C'est une séance qui est organisée par les conseillers pédagogiques de circonscription, qui concerne des parents qui sont volontaires. Ils sont agréés ou non. S'ils sont agréés, ils vont dans l'eau avec les élèves, mais il n'y a absolument aucun agrément à donner à des parents d'élèves qui ne font que accompagner le voyage, justement pour aider les enfants dans les vestiaires, parce que parfois c'est assez rapide. Mais par contre, il n'y a pas d'agrément, ils vont pas dans l'eau. Il n'y a pas d'agrément à demander. Hein. Oui, mais ils peuvent pas rentrer, en fait. Ah, mais ça, c'est organisation interne. Moi, je sais que j'allais à la piscine avec des élèves, je ne laissais pas les parents autour du bassin. Parce qu'on ne laisse pas non plus les parents dans une salle de classe quand les élèves sont à l'école. C'est une activité scolaire sur le temps scolaire. J'ai pas autre chose à vous dire. Hein. Non, j'avais une remarque, j'avais alerté Monsieur le Président sur la piscine. Il y a une rambarde sur la piscine extérieure qui est dangereuse sur le passage. Non, il y a une rambarde en
en inox ou sur le bassin extérieur. J'avais déjà alerté en disant que les enfants risquaient de se faire très très mal en sautant ou en nageant, même sous l'eau. On en est à plusieurs nez cassés de la part des enfants qui, quand ils remontent, se tapent contre cette rambarde. Elle est extrêmement dangereuse. Je l'ai déjà signalé à l'ouverture parce que y allant souvent avec mes enfants, comme beaucoup d'entre vous, mais enfin sur cette partie extérieure, c'est très très dangereux. J'aimerais que, enfin je le redis, mais je l'avais déjà précisé à plusieurs reprises, je crois qu'il y a un problème il faut sceller, enfin il faut resceller en dessous, mais n'attendons pas qu'il y ait un drame un jour d'un enfant qui se blesse de manière beaucoup plus grave, parce que c'est vraiment très très dangereux. Voilà. C'est noté, et parce que je sais que ça a été évoqué lors de la dernière réunion, mais d'accord, non, mais on va leur demander avant l'été que. Non, mais Tristan, merci d'être, oui, bien sûr, de lancer l'alerte là-dessus. Donc c'est pas normal que ça ne fasse pas réagir plus que ça. Très bien, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.